Julie Bérénice, Top Martinique, s'il vous plaît. Françoise Avier Dongard de Biométal. Samira Rémion, Auréa Structure. Et Laurence Pires, Poterie des Trois-Îlets, sous vos applaudissements. Donc, on va parler de charpente et de couverture. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc, vous avez 12 minutes. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, nous sommes donc la table ronde numéro 4. Nous avons géré la charpente, la problématique charpente et couverture. Donc, les présentations ont été faites, mais je vais les refaire. Donc, François-Xavier Dongard de Biométal. Julie Bérénice de Top Martinique, producteur de tôle. Laurence Pires de la Poterie des Trois-Îlets pour les tuiles. Samira Rémillon, ingénieure génie civil, gérante de Auréa Structure BE Bois. Nous allons aborder la problématique de la charpente et de la couverture. Pour l'ensemble, nous avons relevé des problématiques similaires et donc nous allons d'abord vous les évoquer. Donc je vous propose de commencer par les problématiques de charpente avec Samira. Bon, déjà, je tiens à dire certaines choses qu'il faut qu'on se mette en tête dans la construction en Martinique, Guadeloupe, enfin les Antilles, sur nos territoires qui sont soumis à de fortes contraintes sur les aléas, notamment sismiques et cycloniques. Il faut savoir qu'on sera contraint, qu'on le veuille ou non, de passer sur des structures allégées vis-à-vis de l'aléa sismique, donc bois, métal, notamment quand on fait des étages. À partir du moment maintenant où on sait qu'on veut faire des étages, il faut passer en structure plus légère. Et à savoir que le bois a des qualités, notamment vis-à-vis du feu et de la corrosion. Des qualités qu'on ne retrouve pas forcément dans le métal. Mais il faut savoir que sur la construction bois de haut niveau, on utilise le métal. Donc de toute façon, on aura tous les matériaux et notamment le béton pour les fondations, premier niveau. Après, on peut en discuter. Donc, les problématiques de la charpente, ici aussi, il faut savoir qu'en Martinique, on est plutôt cantonné sur la toiture, mais le métier de charpentier doit évoluer du coup et passer aussi sur les murs et les planchers. Donc, on doit monter en technicité et surtout résoudre les problèmes qu'on a déjà pour réaliser les toitures ici. Donc, on va retrouver des problématiques d'humidité. C'est une contrainte forte sur nos territoires parce que l'air ambiant est très humide. Alors, on va quand même rester sur la première slide. Parce que y a, donc, ah oui, effectivement, parce qu'après, on va dérouler. OK, on peut dérouler, pardon. Merci. Donc, humidité qui nous amène à réfléchir plus sur la conception et donc essayer, effectivement, même si l'expérience, c'est un point très important dans le métier de charpentier, culturellement, de toute façon, dans le bâtiment, on fonctionne beaucoup à l'expérience, mais les techniques évoluent, mais les contraintes sont très importantes et on va monter des normes. Il faut maintenant faire le pas d'aller vers les bureaux d'études aussi. Nous sommes là, les bureaux d'études indépendants en plus des fournisseurs. Donc vraiment, on est là pour les artisans, les entreprises, pour les aider à monter en technicité et répondre à ces challenges qu'on a vis-à-vis de l'humidité. Donc l'humidité de l'air ambiant, la frontière intérieure-extérieure qui pose problème sur nos territoires parce que contrairement au climat tempéré, cette frontière-là est subtile, voire inexistante. Et du coup, on doit aller vers des techniques de conception extérieure, même pour des ouvrages qui sont considérés dans nos esprits comme intérieurs. Notamment, par exemple, l'exemple flagrant que tout le monde aura en tête, ce sont les pieds de poteau où le bois est dégradé. Déjà parce qu'il est trop proche du sol, parce qu'il y a une humidité beaucoup plus importante sur les 20 premiers centimètres proches du sol, de l'écoulement de l'eau. Donc, il faut se mettre en tête aussi qu'il faut rester hors sol pour tous les matériaux, ceci dit. Mais le bois, c'est plus flagrant parce qu'en général, on a les structures de véranda qui sont vulnérables parce que les pieds de poteau sont dégradés. Donc, réfléchir à ça. Donc, éviter les connexions pièges à eau. Aussi les revêtements pièges à eau qui imperméabilisent, on verra ça plus tard. Structure bois, mais pour tous les matériaux, il faut éviter de trop imperméabiliser parce qu'à partir du moment où on a de l'eau qui rentre, parce qu'il y a une fissure, parce qu'il y a des petits défauts dus à l'exposition au soleil, aux grosses variations de température et surtout de température. Donc, il y a de l'eau qui rentre et elle ne peut plus sortir. Donc, ça dégrade le matériau.
Donc, il faut rester sur des revêtements respirants et ventiler dès que possible. Donc, c'est vrai qu'en structure bois notamment, on va avoir une peau qui fait le revêtement extérieur du bâtiment. Donc, il faut ventiler cette peau aussi, puisqu'elle est soumise à beaucoup d'humidité, de variations d'humidité, d'eau, de soleil. Il faut ventiler derrière pour protéger la structure en fait, qui sera encore à l'intérieur. Ensuite, voilà, donc la garde au sol. La garde au sol, c'est l'espace qu'il faut laisser par rapport à la zone d'écoulement de l'eau pour protéger le matériau. À savoir que sur le matériau bois, la problématique de la durabilité du bois lui-même, elle est réglée. C'est plus un problème. On sait faire. On sait soit choisir un bois naturellement durable, soit traiter un bois en conséquence, si on veut lui conférer ces propriétés-là de façon artificielle. Samira, ça, vous avez consommé 50% du temps de parole de votre groupe. De tout le groupe? Oui, pardon. donc il faut accélérer un peu. Donc, vous êtes dans le détail, excusez-moi, mais vous avez consommé 50%. On va filer. Donc, mise en œuvre, il faut former, il faut se former, il faut se mettre, s'actualiser. Les distances et espacements au bord qu'on retrouve dans les eurocodes, qu'il faut respecter parce qu'on ne les respecte pas forcément. Elles sont prescrites par les BE, mais voilà. Insuffisance des traitements des coupes, il faut retraiter. Quand le bois était traité à la base, quand on le taille, il faut retraiter. Les techniques sont nouvelles, l'outillage est onéreux, il faut se former et investir et éviter d'imperméabiliser. Quincaillerie, donc on allie toujours le métal dans la construction technique et il faut effectivement une structure pour galvaniser localement, ça serait intéressant. Avoir plus de choix, ça ce sont les fournisseurs il faut développer des partenariats pour faire entrer de la quincaillerie de bonne qualité et monter en technicité des assemblages et donc assurer la bonne résistance vis-à-vis de la corrosion et ne pas négliger les sollicitations parce que les assemblages il faut vérifier les efforts et les normes recode 5 voilà, problème de classe de service. Des différents DTU, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a des insuffisances et des exclusions de nos territoires qui font que on se débrouille. Voilà. Ce qui n'est pas très bien vis-à-vis des assureurs d'ailleurs. Piste d'amélioration, on en discutera à la suite du travail, je pense. Il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a des guides, un guide construction parasismique, paracyclonique pour les maisons individuelles. Donc étendre ça et puis arriver sur des guides plus globaux. Alors, la tuile en Martinique n'est pas le matériau le plus choisi pour couvrir les toits, mais on a souhaité effectivement en travailler sur le produit qui existe et sur lequel il n'y a quasiment aucune norme aujourd'hui. En tout cas, ce que j'en connais, elles sont très vieilles. En conséquence, on essaiera, aujourd'hui, on travaille sur de la tradition. Et on travaille aussi avec des fournisseurs, souvent européens ou américains, qui ont une expérience de la tempête. Pas du cyclone, mais de la tempête. Alors aujourd'hui, les problématiques sont les tuiles envolées, par exemple, les accessoires volants. Les accessoires, on va choisir les faîtières ou les rives, les choses comme ça, et les tuiles fissurées. Donc tout ça, ça peut être résolu. Il faut simplement le normer. Il faut que les couvreurs sachent absolument ce qu'il faut faire. Pour les problèmes de mise en œuvre, il n'y a pas photo, on en parle depuis le début. On est sur un savoir ancestral. La tuile se pose dans le monde depuis des millénaires. Aujourd'hui, les choses ont changé, les conditions climatiques ont changé. Il faut absolument que les couvreurs soient formés à la tempête et au cyclone. Pour l'entretien, on est sur un produit qui a fait ses preuves depuis des millénaires, comme je l'ai déjà dit. Donc, on est plus sur de la beauté que sur de l'entretien, on va dire, a priori. Une chose est sûre, c'est que comme toutes les toitures, il faut quand même faire vérifier sa toiture régulièrement et peut-être qu'il faudrait mettre en place effectivement une norme de révision des toitures tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les ans, de manière à vérifier qu'il n'y ait pas de tuiles fissurées, qu'il n'y ait pas de tuiles cassées, etc. Pour les nuisibles, vite fait, pour les nuisibles, il existe déjà des outils pour éviter aux nuisibles, effectivement, de rentrer sous les toitures afin d'éviter le problème plutôt que de le régler. Voilà, merci. Merci.
Donc nous allons aborder la couverture en acier. Donc la couverture en acier, les problématiques, la principale est donc la corrosion, des problèmes de mise en œuvre communs avec l'ensemble des autres corps de métier, même on dira, le manque d'entretien et l'incohérence des normes. Donc au niveau de la corrosion, c'est bien connu, c'est la première chose que nous allons rencontrer en termes de problématiques sur une couverture en acier. Cette corrosion, elle peut être due déjà principalement à un mauvais stockage dès le départ. Ça, on le rencontre très souvent. On achète les tôles et puis finalement la charpente a pris du retard ou il pleut et la commande de tôle reste stockée à plat à pluie et vent. Et donc, bien entendu, une toiture en acier est faite justement, c'est pour ça qu'il y a de la pente, pour qu'il n'y ait jamais de rétention d'eau. Et en fait, le fait de laisser la tôle à la pluie, au vent, au soleil, va faire qu'en fait cette rétention d'eau va venir créer un décollement précoce de la laque qui est censé protéger. Donc ça, on est vraiment dans une question de mise en œuvre et de bonne pratique. On aura aussi des points de rouille précoces sur la toiture, on remarque ça très souvent. Lorsqu'on va percer la tôle, maintenant on a des vis autoforeuses et le fait de percer la tôle va envoyer des petits copeaux. Ces copeaux sont bien sûr, la laque est sortie. Donc, il suffira de 2 ou 3 pluies pour que en fait, la rouille apparaisse. Ça, on le repère très rapidement. Une toiture lorsqu'on nous appelle pour nous dire « ma toiture, elle a rouillé il y a 2 semaines », on sait déjà que c'est ce genre de choses-là. Donc là aussi, ce qu'il faut faire, c'est surtout que la personne qui met en œuvre, le poseur, il procède à un nettoyage de la toiture et au retrait de ces petits copeaux après avoir travaillé. Et la corrosion des bords tranchés, lorsqu'on va couper les accessoires, on va couper les tôles, là aussi, il faut mettre du vernis qui va reprendre la protection anti-corrosion. Et puis, on peut aussi voir une forte corrosion rapide sur l'ensemble des éléments de couverture. Là, c'est un problème d'environnement. Là, en fait, ça se retrouve sur des environnements extrêmement corrosifs et notamment le bord de mer avec l'air salin. Donc, vous voyez que pour la corrosion, aujourd'hui, avec les techniques, avec la qualité des produits qui sont mis en place, normalement, une toiture, c'est entre 20 et 25 ans. Si on a des problèmes de corrosion plus rapides, on peut dire que la plupart du temps, sur les 4 cas que nous exposons ici, c'est souvent des questions de mise en œuvre ou de mauvaises pratiques ou de mauvais stockage. D'où les préconisations et le travail que nous aurons à faire en termes de pédagogie, en termes de diffusion de l'information et en termes de formation. Au niveau de la mise en œuvre, la plupart du temps, ce qu'on va rencontrer, c'est une pente trop faible, notamment lorsqu'on va faire des terrasses, et donc rétention d'eau. Un stockage prolongé sur les tôles sur chantier, c'est ce que j'évoquais au préalable, une mauvaise fixation et une mauvaise utilisation des outils. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de poseurs utilisent des clés à choc. Sauf qu'une tôle trop fixée, vous avez là un exemple d'une rupture complète d'un tire-fond. Donc en fait, la tôle, elle est fixée, mais en fait, le tire-fond, il est déjà cassé. Donc la résistance, elle est nulle. L'usage aussi de meules, au lieu d'utiliser une grignoteuse, va générer les petits copeaux dont on parlait. Puis bon, alors je profiterai de cet exemple pour quand même dire qu'à la Martinique, sur le marché de la Martinique, nous sommes quand même sur un marché assez premium. Si je me compare par rapport à Saint-Martin, à la Guadeloupe, et j'irai même sur la Caraïbe, après, pour vous donner un exemple, à la Guadeloupe, 80% du marché se fait sur de la tôle en 63 centièmes. Donc c'est l'épaisseur la plus fine en fait que demande la norme. C'est aussi beaucoup ce qu'on a retrouvé à Saint-Martin, il faut le dire. Ici à la Martinique, le marché est déjà à 80% sur de la 75 centièmes. On vend très peu de 63 centièmes. Donc ça montre que, bizarrement, mais je pense que c'est un travail aussi des fournisseurs, des poseurs, etc. Nous sommes déjà sur un niveau à la Martinique de qualité qui est supérieur, je dirais, aux Antilles. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et pourquoi je cite ça? C'est les clous. À Maria, on a trouvé beaucoup de toitures avec des clous, fixées avec des clous. Ici à la Martinique, vous trouverez quasiment plus ça. C'est fini. Aujourd'hui, on est même sur des tire-fonds et voire des vis autoferreuses et l'utilisation de fixation inox en bord de mer. Donc nous sommes quand même sur un bon niveau de qualité à la Martinique.
Et puis par contre, les retours d'expérience d'Irma a montré quelque chose pour la couverture, ce sont les zones critiques d'arrachement. C'est montré que en fait, le bord, tous les bords de la couverture, ça commence par là. Si la toiture elle doit partir, s'il y a un problème lors de vent important, ça commencera par là. Donc, il y a un travail qui a été fait au niveau de l'ADL de Saint-Martin sur des bonnes pratiques issues de cette expérience et il serait bon de s'en inspirer et ça va impacter à la fois la charpente mais aussi la pose de la couverture. Donc, à noter les bords de toiture qui doivent être renforcés en fait. C'est ça le point. Et puis ensuite, quelque chose qui me choque toujours, c'est que nous vendons énormément de toitures, mais très peu de crochets de sécurité. Le crochet de sécurité, c'est ce qui va permettre ensuite de monter sur la toiture en toute sécurité, que ce soit pour le particulier ou que ce soit l'entreprise professionnelle qui va devoir intervenir sur la toiture. Donc voilà, ça aussi, moi je me dis que je devrais vendre en plus un crochet de sécurité. Vous savez à peu près combien ça coûte? Un chiffre comme ça? 1000 €. Ça coûte complet avec le boulon de sécurité 45 €. Voilà. Donc pour 45 €, je pense qu'on a encore pas mal de cas de personnes qui ont glissé de toiture. Vraiment, pour moi, une toiture, ça doit. Pourquoi je parle de ça? Parce que derrière, on aura aussi l'entretien. Voilà. Ça, c'est la sécurité est aussi liée avec l'entretien. C'est que on l'a tous cité. Notre voiture, on fait un entretien de notre toiture. Donc ça aussi, c'est un fil rouge conducteur qu'on va retrouver dans tous les corps de métier. C'est que on vend un produit. Ce produit doit être aux normes. Ce produit doit être bien mis en œuvre. Mais pour avoir de la durabilité, il faudra avoir un bon entretien. Donc aujourd'hui, nous le vivons. On a une garantie commerciale de 10 ans. Les gens se réveillent à 9 ans et demi et puis ils nous appellent pour dire ma toiture, elle a tel problème. Mais en fait, il fallait un entretien. Si on a un entretien, alors le DTU, la norme, c'est quoi? C'est 1 fois par an. 1 fois par an avant la saison cyclonique. D'accord? Et une seconde fois s'il y a eu un événement majeur durant la saison cyclonique. Le DTU précise que l'entretien est à la charge du propriétaire. Donc le propriétaire est responsable. Barbara, vous parlez du mot de responsabilité. Le propriétaire est responsable de l'entretien de sa toiture. D'accord? Donc on va avoir ici aux Antilles des toitures sales avec du développement de moisissures avec la végétation autour, des fuites et infiltrations d'eau s'il n'y a pas assez de pente. Et puis les chauves-souris. Les chauves-souris, mais c'est une particularité bien de nos contrées, ce sont les nuisibles sous toiture. Alors, il n'y a pas que les chauves-souris, il y a aussi les rats. Hein, et puis, il y a aussi le fait que les rats, par exemple, ils adorent la laine de verre. Alors, on va faire de l'isolant, on va mettre un isolant, et puis eux, ils vont venir manger votre isolant. Et puis, on a les chauves-souris. Donc, il existe des solutions, ça s'appelle des closoirs. Dès qu'on pose une toiture, il faut mettre un closoir pour fermer l'égout. Après, ça marche pas, il n'y a aucune solution à 100%, mais néanmoins, ça permet de réduire dès le départ les choses. Donc voilà. Et puis bien sûr, l'entretien, le dégagement des eaux pluviales, des gouttières qui est très peu et rarement fait. Donc l'incohérence des normes, et j'en finirai avec ça, là c'est écrit tout petit, mais la première chose, le premier exemple qu'on dira, c'est par exemple, suite au cyclone, on va se dire, il y a eu ce réflexe à Irma de se dire, je vais me faire un toit en béton. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il ne va pas s'arracher. Mais sauf que là, on vient en contre-production avec le côté sismique. Voilà. Donc, pour vous montrer que au niveau des normes, tout le monde l'a dit, et c'est le travail qu'il faudra faire, c'est de rapprocher le côté sismique avec le côté cyclonique, parce que ce qui peut être une solution dans un cas ne le sera pas dans l'autre. Voilà. Ensuite, ce sont les DTU. Le DTU 4035 qui régit les couvertures en acier sont prévus pour les bâtiments agricoles métropolitains. Voilà. Donc, vous voyez que nous, on est sur quelque chose de la construction du particulier, de la maison du particulier. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. Et ensuite, le 4032 qui pour la tôle ondulée, comme il n'y a pas de tôle ondulée en métropole, donc ils ont arrêté de le suivre. Il n'y en a plus. Donc voilà. Donc, mise à jour aussi pour nous des normes. Et puis qui devra respecter les problématiques tropicales que nous retrouvons. Un dernier mot sur l'isolation thermique. Aux Antilles, la plupart des isolants que nous utilisons sont la laine de roche et la laine de verre. En ce moment, il y a une grande campagne d'isolation par la ouate de cellulose pour rappeler que ces produits ne sont pas hydrophobes. Alors que dans la RTA Antilles, c'est marqué, je l'ai souligné en jaune, mais je le tiendrai à votre disposition,
c'est qu'on doit utiliser que des isolants hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils ne craignent pas l'eau. Tous ces produits-là sont testés avec une température de 10 degrés et une hydrométrie de moins de 50%. Voilà. Donc, c'est comme pour les menuiseries. Vous constatez que ici, ça ne s'applique pas. Et ils disent qu'au-delà de ça, le produit perd toutes ses qualités d'isolation. Pourtant, à aujourd'hui, la majorité des bâtiments sont isolés avec ces produits. Donc voilà, les objectifs et les préconisations, elles seront simples. Et je crois que c'est le fil rouge de la CERC et nous sommes alignés avec ce que Jean-Yves a présenté au départ. C'est de produire des normes, mais il faut que ces normes elles soient simplifiées parce que quand elles sont trop compliquées, on voit les problèmes de mise en œuvre et elles ne sont pas accessibles. Donc c'est que ces normes elles soient simplifiées et surtout adaptées à notre environnement et marché, qu'on puisse former les professionnels. Tout à l'heure, Barbara, vous évoquiez le fait de... j'en finis, mais tout à l'heure, vous évoquiez le fait de alors, j'ai perdu le fil de mon truc, mais de former, c'est ça? Donc, là, en fait... oui, du contrôle. Ça y est, ça revient, du contrôle. Donc, mais quand on contrôle, il est déjà trop tard. Donc, avant de contrôler, formons. Et comme ça, en fait, le contrôle sera plus vertueux. Et du coup, c'est proposer des solutions d'entretien et de durabilité des matériaux. Et enfin, développer une synergie BTP autour du développement durable et de l'économie circulaire. Parce que là aussi, il y aurait matière, on le voit, on a tous un petit peu les mêmes problématiques. Et là, il y a peut-être des solutions qu'on pourrait mutualiser. Passer Merci. la parole à Julie Bérénice. Ah, c'était bon. Ah, mais d'accord. En fait, il a monopolisé la parole. Nous avons fait un travail collaboratif, en fait. D'accord. Elle a réfléchi et vous avez dit. Bravo Julie, bravo Julie, bravo Julie. En tout cas, merci. Alors moi, je suis choquée. Je suis choquée. Vous parliez des tuiles, effectivement, c'est très joli. Vous disiez que c'était pas suffisamment utilisé, mais vous avez dit, il n'y a pas de normes. Mais c'est infernal, ça. Donc, vous avez réfléchi aux normes. Donc c'est la suite des opérations bientôt. Alors, en fait, effectivement, on va réfléchir à des normes. Oui, on a une tradition, je l'ai dit. On pourra faire des constats de traditionnalité qui vont nous permettre effectivement de voir si ce qu'on a mis en œuvre depuis des années est une bonne solution. Et on travaille aussi beaucoup avec des normes techniques plus européennes ou plus américaines qui nous permettent de pouvoir pallier à certains problèmes, en tout cas. Juste aussi, vous avez parlé quand vous parliez de galvanisation, je ne sais plus qui a dit, il faudrait galvaniser sur place, ce serait bien. Est-ce que les gens ici ont des contacts avec ceux qui galvanisent ailleurs? Et d'ailleurs, où galvanise-t-on? À La Réunion? Est-ce que les professionnels que vous êtes, même si on galvanise pas ici, conformément au contexte, est-ce que vous avez des contacts pour dire voilà, il faudrait faire ça ou... Alors, on a des solutions pour galvaniser et ramener les matériaux galvanisés. Par contre, le souci, c'est que souvent en chantier, on est amené à se rendre compte qu'il fallait que les pièces soient moins longues. Enfin, il y a des ajustements à faire. Et une fois qu'on a taillé les pièces, la galvanisation est plus effective. Donc, la galvanisation, l'intérêt, c'est quand la pièce est complète, étaillée et finalisée, on la galvanise. C'est pour ça qu'il faut avoir un bain sur place pour avoir de bonnes performances. Et qu'est-ce qui empêcherait qu'on en ait un? Ah ben, c'est ma question. Je pense que c'est un investissement à faire. Hein. C'est l'argent. Hein, mais... Oui, mais il y aurait un marché en tout cas. Ah, il y a un marché. Parce qu'en fait, des normes et de l'adaptation de normes, on est en train d'aborder plein d'autres thématiques qui sont liées à votre secteur, comme celui d'innovation, créer de l'emploi, etc. Donc, vous êtes en train de dire qu'il y aurait un marché. Tout à fait. Voilà, d'autant plus que pour compléter ce sujet, il y a aussi le marché des figures sur mesure. Quand on monte en technicité, on est amené à vouloir faire sur mesure et bien voilà, problématique de réalisation et de galvanisation. Merci. Question? Oui. Concernant la galvanisation, donc dans le cadre du cercle, moi je me suis déplacé dans une usine de Galva à Clermont-Ferrand qui traite à peu près 100 tonnes par mois. L'investissement, c'est 7 millions d'euros. C'est Céveso, donc c'est 3 ans d'ICPE. Et on vous l'avait écrit tout à l'heure, ça crée à peu près 25 emplois.
C'est très énergétique. Il faut à peu près 20 000 euros de carburant par mois. Voilà à peu près, c'est les données que j'ai de métropole. Donc 7 millions d'euros d'investissement. Mais pour un marché qui peut être, enfin bon, on va pas régler cette On question-là, peut mais partager. Moi, quand je parlais de la galvanisation, c'est chacun vient avec ses outils, ses pièces, et puis on les trempe. Oui, bon micro. Bon micro. Tout le monde en a besoin, est-ce que vous dites? Ok. Alors, question. Oui, donc bonjour. Merci pour ces interventions. Je me présente Gauthier de Gentil, plutôt ouvrage d'art et béton projeté. Moi, je remarque une chose dans tout ce qui a été dit depuis le début de la matinée, c'est que vous êtes ici, tous les professionnels savent ce qu'ils ont à faire et tout le monde connaît son métier. Mais j'aimerais connaître quelle est l'autorité politique ou administrative qui acceptera de détruire une maison construite n'importe comment en coup de main, ce qui représente une grosse partie du marché de la construction en Martinique. Et celle-là, ça existe. Je parle des maisons sans permis de construire ou toutes celles qui, avec un permis de construire, sortent en coup de main le week-end avec des matériaux de provenance parfois douteuse. Donc ça, j'aimerais savoir quel est le préfet ou quel est le maire qui va dire j'envoie une pelle et je casse tout. Voilà. En tout cas, le préfet, on sait que c'est Franck Robin. Donc... Oui, mais ça m'étonnerait qu'il prenne cette décision. Les maires, ils sont 34, on pourrait leur poser la question. Mais bon, il y a effectivement la responsabilité. J'aimerais juste répondre une chose, s'il vous plaît. C'est pour ça que aussi, depuis le début, on dit qu'il faut s'adresser à des professionnels pour construire les maisons et que c'est très important de les faire fabriquer, de les faire contrôler et de les faire établir par des professionnels. Oui, juste l'ADA, je ne vais pas représenter le préfet, je ne vais pas répondre à la question aujourd'hui, vous pensez bien. Juste quand même, je rappelle que la plupart des normes de construction ne sont pas contractuelles. En tout cas, elles deviennent obligatoires quand elles sont contractualisées. C'est-à-dire qu'on peut construire un bâtiment qui n'est pas aux normes et qui ne respecte aucune norme. Chacun peut faire ce qu'il veut. C'est comme ça, c'est le droit français. Maintenant, ce qui est important et ce qui ressort des ateliers, ce qui est important et ce qui ressort des ateliers, c'est qu'on a véritablement besoin d'un label ou deux labels, de plusieurs labels, ça c'est la première chose, et surtout de communiquer sur ces normes. J'en parlais tout à l'heure pour le béton, la norme du béton n'est pas nécessairement obligatoire pour la maison individuelle, il faut le savoir, il faut que la personne qui achète sache ce qu'elle a acheté. Si elle décide d'acheter, on parlait de menuiserie chinoise ou d'ailleurs qui n'est pas aux normes, il faut qu'elle le sache. Il faut qu'elle sache que cette menuiserie, elle tiendra à 100 km/h. Elle prendra acte, elle prendra ses responsabilités. Donc c'est ça le débat aujourd'hui. Et si je peux rajouter aussi, bon, personnellement, je pense qu'il faudrait aussi agir au niveau de l'éducation parce que faudrait inculquer de la même façon qu'on apprend à avoir des comportements adaptés en cas de séisme. Il faut apprendre à avoir des comportements adaptés en cas de cyclone, à se mettre en tête qu'on peut changer la forme du bâtiment. Vis-à-vis de l'aléa cyclonique, c'est important aussi. Il faut penser à changer d'architecture. Et il faut penser à acheter, à investir dans de la construction de qualité. En fait, il faut se mettre ça dans nos esprits, on investit dans une construction de qualité parce qu'on est en territoire vulnérable. Une question ? Allez-y, monsieur. Oui, Sylvain Berthias, Coalis. Je voulais revenir sur la partie tuiles. Jusqu'à présent, il faut se référer au DTU 4023, par exemple pour la tuile plate, ou à défaut des règles anti, où est déterminée justement les méthodes de pose, à défaut pour l'instant d'une revisite des règles antilles. C'est ce document qui fait foi concernant la tuile. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, c'est un document qui est très très vieux, qui doit être même tapé à la machine tellement il est vieux, il n'est même pas informatisé. Et je l'ai vu, on parle de pente de toiture, on parle de mise en œuvre assez obsolète. Je crois que ça a été une des premières choses que j'ai dites, c'est qu'il faut vraiment s'adapter. Aujourd'hui, on a effectivement une possibilité de faire des constats par rapport à ce qui a été fait en Martinique depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et on va pouvoir mettre en place des choses. Oui, je pense que ce serait important. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste qu'il n'y ait pas d'équivoque, il y a bien une norme quand même pour poser les tuiles. Oui, on est d'accord, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de norme. Il y a une norme française, il y a un petit alinéa martiniquais, mais il n'y a pas une vraie norme où on redit exactement ce qu'il faut faire. On a des tas d'idées, on a des tas de fournisseurs qui font des belles choses, qui contrôlent
qui font des essais en soufflerie sur des vents de 250 km/h, des choses qu'on peut utiliser, mais qui ne sont pas mises en place. Merci en tout cas pour la précision, monsieur. Merci, messieurs, dames les intervenants de la table ronde 4, charpente couverture. Donc François-Xavier Dongard, Biométal, Julie Bérénice, Top Martinique, Samira Rémion,